Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir à Bunia, un médecin regarde entrer dans son centre des malades qui arrivent trop tard, parce qu'ils ont préféré attendre chez eux qu'un lit se libère. Et à quelques centaines de kilomètres de là, dans les collines du Kivu, un père de famille compte encore une nuit, sans savoir de quel côté de la ligne de front il se réveillera demain. Ce sont eux, ce soir, que ce journal porte. Nos concitoyens de l'Est, ceux qui vivent la guerre et l'épidémie, non pas comme des dossiers, mais comme leur quotidien. Je salue nos familles de la diaspora, qui suivent chaque soir ce que la mère patrie traverse, et nos compatriotes qui nous écrivent pour ne rien manquer du fil de la nation. Vous êtes, où que vous soyez, la première sentinelle de ces faits. Ce soir, une seule question tient tout le journal. Depuis 18 mois, notre Est est occupé et il ne revient pas. On accuse Kigali, on accuse Kampala, on accuse l'Occident. Ce journal va poser une autre question, plus dure, celle qu'on évite. Et si une partie de la réponse à pourquoi l'Est ne revient-il pas ne se trouvait pas seulement à l'étranger, mais aussi chez nous, à Kinshasa. Un dossier majeur, porté ce soir par Solange, qui va d'abord vous montrer l'amputation vue de l'extérieur, avant que nous retournions ensemble le regard vers l'intérieur. Ensuite, l'épidémie d'Ebola, qui vient de devenir la 3e plus grande de l'histoire. Puis les silences d'un État qui gère mal ce qu'il lui reste à gérer. Une nation dont le sous-sol enrichit ses voisins pendant qu'elle emprunte pour survivre. Cela porte un nom que certains n'osent pas dire. Nous n'allons pas le dire non plus. Nous allons le montrer. Solange, je te donne la gestion de cette information sensible. On parle beaucoup du mot balkanisation, soudanisation. On se dispute le vocabulaire jusque dans les interviews des anciens présidents. Toi, ce soir, tu ne pars pas des mots. Tu pars de ce qui se mesure. Montre à nos auditeurs ce que la nation perd, réellement, pendant qu'on débat de comment nommer la peste. Merci Kimberly. Bonsoir à toutes et à tous. Vous n'ignorez pas que Goma est tombé, ni que Bukavu a suivi. Vous n'avez vécu en janvier et en février de l'année dernière, et ce journal n'a pas à vous réapprendre ce que vous portez déjà. Ce que vous mesurez moins, c'est le temps. Nous sommes ce soir le 16 juillet 2026. Cela fait 18 mois que 2 capitales provinciales, celles du Nord Kivu et du Sud Kivu, vivent hors de l'autorité de l'État qui figure pourtant sur leur papier. 18 mois. Et je vais être précise, parce que la précision est ici la seule honnêteté possible. Depuis dimanche, les forces armées ont lancé une opération pour reprendre l'initiative. Elles ont récupéré des localités. Le mouvement s'en est alarmé publiquement. Puis, ce mercredi 15 juillet, à Masisi, ces mêmes forces sont repliées de Nukingwe et de Malemo, 2 positions reprises 3 jours plus tôt. Un repli qu'on présente comme tactique. Et dans le même temps, le point zéro reste sous la main de l'ennemi, cette position qui ouvre la route vers le Maniema et le Tanganyika. Voilà le vrai visage du front. Il oscille, il avance le matin et recule le soir. Et la carte de fond, elle, ne bouge pas. Alors, regardons ce que 18 mois d'occupation produisent. Non pas sur une carte, mais dans une économie. Un seul site d'or, entre Mabaranga et Nizi, en Ituri. Le groupe d'experts des Nations Unies, dans son rapport rendu public fin juin, en estime la production entre mars 2024 et mars 2026 à une valeur comprise entre 300 et 800 millions de dollars. Un second site, près de Yedi, aurait livré plus de 2 tonnes depuis le début de l'année dernière. Et savez-vous combien la province de l'Ituri a officiellement déclaré à l'exportation pour toute l'année 2025 ? 559 kilos. Des tonnes extraites, 559 kilos déclarés. Le reste, il ne s'est pas évaporé. On le retrouve de l'autre côté d'une frontière. L'Ouganda a exporté en 2025 un record de 62 tonnes d'or pour 6 milliards 400 millions de dollars, sans posséder de mines qui justifient un tel volume. Maintenant, écoutez bien, parce que c'est ici que le débat sur le mot devient un débat sur la chair. Quand on parle de cet or, on vous dit souvent que l'État perd sa fiscalité, que sur 300 millions produits, avec une taxe de 10%, il perd 30 millions. C'est vrai, mais c'est la plus petite part de la vérité, car les 270 millions qui restent,
Ce ne sont pas une marge abstraite que personne ne verrait jamais. Dans un pays qui tient son sol, cet argent devient un salaire de creuseur, une commande chez un transporteur, un dépôt dans une banque de Bunia qui prête ensuite à un commerçant, une maison qui se bâtit, une école qui se paie. C'est le sang qui irrigue un corps. Détourné vers Kampala pour l'or, vers Kigali pour les minerais, ce sang irrigue leur corps, pas le nôtre. Et la démonstration est là, vivante, dans les chiffres de nos voisins. Le produit intérieur brut du Rwanda a bondi de plus de 9% l'an dernier, de 10% au premier trimestre de cette année, porté par des minerais qui n'extraient pas de sa propre terre. La croissance qui manque aux collines du Kivu, elle prospère de l'autre côté de la même colline. Ce n'est pas une opinion, c'est une soustraction. Voilà pourquoi le mot compte moins que la chose. La chose, c'est un organe productif entier, coupé de notre corps national et recousu sur celui du voisin. Vous savez déjà, pour l'avoir entendu à cette antenne il y a quelques jours, qu'une administration parallèle capte là-bas l'électricité, l'eau, l'assurance, la fiscalité minière, jusqu'à des circuits financiers adossés à des réseaux étrangers. Nous ne le redéveloppons pas, nous l'avons établi. Ce que nous ajoutons ce soir, c'est la mesure du sang qui s'écoule. Restons un instant sur cette image du sang, Solange, parce qu'elle appelle une question que l'auditeur se pose déjà. Si la richesse part, elle part forcément par une porte. Et une richesse, ça ne franchit pas une frontière toute seule. Il faut une route, un circuit, parfois une cérémonie. Tu nous as montré la porte illégale, celle de la contrebande, celle qui sort sous les bourbes. Mais il existe une autre porte, celle qu'on inaugure avec des rubans et des discours de prospérité. Montre-nous les deux portes ensemble, parce que c'est en les regardant côte à côte qu'on comprend vraiment ce qui se joue. Exactement, Kimberly. Il y a deux portes et elles mènent au même endroit. La première, vous la connaissez, c'est celle de la guerre. La seconde s'ouvre à Washington. Le 4 décembre 2025, 5 accords ont été signés le même jour, dans la même salle. Un accord de paix entre la République et le Rwanda. Un partenariat stratégique sur les minerais entre Washington et Kinshasa. Un cadre de prospérité entre Washington et Kigali. La paix et l'accès aux minerais, cousus dans le même paquet, le même jour. Et le président américain, lui, n'a pas pris de gants. Il a déclaré publiquement, à propos du Congo et du Rwanda, qu'il l'avait supplié de venir prendre leurs minerais, et qu'il le ferait. Ce sont ses mots. Nous les rapportons avec leur date et leur auteur, et nous vous laissons les peser. Il faut être juste, et ce journal l'est. Kinshasa présente cet accord comme sa meilleure carte. En offrant l'accès minier aux Américains, le pouvoir parie que l'intérêt commercial de Washington deviendra une pression sécuritaire sur Kigali. Et de fait, hier, le 15 juillet, le secrétaire d'État Marco Rubio a exigé le départ des troupes rwandaises et le Trésor américain a sanctionné des chefs militaires rwandais et deux sociétés. Le levier fonctionne en partie. Mais regardez ce qui a été approuvé ici même, il y a 6 jours. Le 10 juillet, le Conseil des ministres a validé la concession du corridor de Lobito. La partie congolaise, plus de 6 milliards de dollars annoncés. Le sous-secrétaire d'État américain, Jacob Hellberg, a parlé d'une pierre angulaire de la prospérité, d'une infrastructure qui alimentera la révolution de l'intelligence artificielle. Le mot prospérité revient dans chaque déclaration américaine. Mais de quelle prospérité parle-t-il? Congolaise ou occidentale? De plus, elle n'a jamais été chiffrée côté congolais. Car à quoi sert ce corridor? À faire sortir plus vite les minerais du pays vers l'océan Atlantique, à travers l'Angola. Il est attribué à un groupe portugais, financé par une agence américaine. La valeur transformée, l'ingénierie, la logistique, tout cela se capte à l'arrivée, pas au départ. Et voici le fait que peu ont relevé, celui qui achève la démonstration. Ces investissements américains ne visent pas d'abord l'Est en guerre. Ils visent d'abord le Katanga, le cuivre et le cobalt du Sud, là où le sol est stable et le minerai accessible. Comprenez ce que cela dessine. On sécurise, on célèbre, on finance les gisements paisibles du Sud,
pendant que l'Est occupé, lui, reste géré par des communiqués et des sanctions et continue d'être volé et de saigner. Imaginez par vous-même une double ponction, pas une délivrance de la partie que saigne déjà, mais une ouverture à un deuxième saignement. La partie du pays qui produit tranquillement est intégrée à la chaîne mondiale. La partie qui saigne est laissée à la diplomatie, mais en réalité au bénéfice de 2 autres nations ayant des contrats de fourniture signés avec l'Union européenne. 2 Congos, 2 traitements. Voilà pourquoi ce corridor, célébré sous les rubans, accomplit à l'échelle industrielle et légale ce que la contrebande accomplit dans Londres à l'Est. La même hémorragie, 2 visages. L'un sous les bombes, l'autre sous les applaudissements. Le gouvernement dira que ces investissements créeront des emplois et des routes. Peut-être. Reste la vérité que le communiqué n'aborde jamais. Une infrastructure conçue pour faire sortir plus vite notre cuivre et notre cobalt, financée et opérée par des étrangers, enrichit-elle d'abord la nation qui possède le minerai ou celle qui le consomme? Le ruban se coupe à Kinshasa. La richesse, elle, se pèse à l'arrivée. Solange, arrêtons-nous là, parce que je veux que nos auditeurs respirent et entendent bien où nous en sommes à ce stade. Car notre nation est sous pression, et la pression augmente jour après jour. Et elle est régulée, car on sait qu'une machine sous haute pression finit par exploser par elle-même. Cela sera-t-il le cas de notre nation? Tout ce que tu viens de poser accuse l'extérieur. Le Rwanda, l'Ouganda, Washington. Et tout est vrai, documenté, non négociable. L'agression est rwandaise sous une complicité non mesurable. Ce journal ne l'a jamais dit autrement, et ne le dira jamais autrement. Mais je vais poser la question que personne, dans nos institutions, m'aime entendre. Un organe, pour être découpé et recousu ailleurs, il faut d'abord qu'une main tienne le bistouri. Une partie de cette main est étrangère, tu l'as montré. Et l'autre partie, celle qui tient les tampons, les permis, les côtes, les commandements, nous n'ignorons pas que notre armée peine à reprendre les territoires perdus. Ce que vous savez moins, c'est que depuis 30 ans, aucun pouvoir successif n'a bâti une force capable de le tenir, alors que le sous-sol en donnait chaque année les moyens. Est-ce seulement une faiblesse que l'on subit, ou est-ce aussi, pour certains, une situation dont on vit qui nous a été imposée? Solange, retourne le regard et montre-nous l'intérieur. Tu as raison de me le demander, Kimberly, parce que c'est la partie qu'on préfère taire. Même notre rédaction ne l'aborde pas frontalement, mais subtilement. Mais la pression que notre nation subit nous demande de dire ce qui est à dire. Commençons par les soldats, parce qu'ils meurent pendant qu'on parle. En mai 2025, le commandement de la 11e brigade, engagé contre le M23 au Sud Kivu, a lancé une alerte par télégramme officiel, un document coté et numéroté. Les fonds destinés à la solde des hommes du front avaient été détournés. L'officier nommé dans les documents militaires, un lieutenant-colonel, avait pris la fuite avant l'opération de paiement. Et le télégramme parlait d'une chaîne de complicité dans le commandement. Comprenez la scène. Des hommes tiennent une ligne de front sous le feu, et l'argent qui devait les payer disparaît avant de les atteindre. Une armée qu'on ne paie pas ne reprend pas de territoire. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un système. Sous l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri, l'Inspection générale des forces armées a confirmé que 13 millions de dollars destinés aux opérations avaient été retenus à Kinshasa, en violation des lois des finances, sur une enquête portant sur au moins 30 millions, avec des généraux nommément visés. L'état de siège, ce régime d'exception censé libérer l'Est, a fonctionné comme un coffre-fort opaque, où l'argent de la guerre se perd avant d'arriver au combat. Et une analyse militaire l'a documenté. Des généraux qui commandaient l'Est le pilotaient à distance, depuis Kinshasa, sans jamais poser le pied sur le terrain qu'ils étaient censés reconquérir. Ce n'est pas un accident, c'est une manière d'organiser la guerre. Et il faut le dire ici, parce que ce journal ne fait porter le poids à aucun régime seul. Cette gestion de l'armée par la loyauté plutôt que par la compétence, ce commandement qui fait de la guerre un commerce, elle traverse les pouvoirs congolais successifs. Le mal est ancien, mais l'ancienneté d'un mal ne l'a jamais rendu moins mortel pour ceux qui le subissent aujourd'hui. Et regardez comment cette même logique
se retrouve dans la solde du reste de l'armée. Quand l'État a à la hâte, après la chute des villes stratégiques, comme si cela suffisait à gagner la guerre et baisser la pression que la nation avait commencé à susciter, en réalité, le gouvernement craignait un revers interne. Le gouvernement, je disais, en 2025, double la solde des militaires et des policiers. Il l'a fait hors de la loi de finances, sans passer par le budget voté. Le Centre de recherche en finances publiques a tiré la sonnette d'alarme, par la voix de son coordonnateur Valérie Mandianga, parce que personne ne peut plus contrôler les effectifs réels à rémunérer. Comprenez ce que cela ouvre. Quand nul ne sait combien de soldats existent vraiment à ce moment précis, la solde des soldats fantômes, ceux qui figurent sur les listes mais pas sur le terrain, tombe dans des poches bien réelles. L'argent censé armer la nation nourrit l'opacité qui l'affaiblit encore plus. Et puis, il y a ce que l'État cache pour financer cette guerre. Une dette de 205 360 000 $, contractée envers Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour l'achat d'armements contre le M23, des blindés légers, des armes. Cette dette, révélée par Africa Intelligence, ne figure nulle part, ni dans les comptes du ministère des Finances, ni dans les rapports du Fonds monétaire international, ni dans ceux de la Banque mondiale. Elle n'apparaît qu'en creux, de façon cryptique, dans le prospectus distribué aux investisseurs le 8 avril dernier, en vue de la première émission d'euro-obligations du pays. La justification officielle de cette omission, des négociations avancées seraient en cours, ce qui dispenserait de l'inscrire. Chacun jugera ce que vaut cet argument. Et cette dette n'est pas seule. Elle s'inscrit dans un troc plus large. Début 2026, la RDC et les Émirats ont scellé un accord global de coopération économique portant sur les infrastructures, dont le port en eau profonde de Banana, et sur la traçabilité minière. En parallèle, une entité émirati, International Resources Holding, multiplie les acquisitions d'actifs stratégiques dans le pays, cuivre, cobalt, or. Relier les fils. D'un côté, un appui militaire direct dont la dette reste cachée. De l'autre, un accès accéléré à nos ressources et à nos ports. L'armement entre par une porte que personne n'a le droit de voir, et le minerai sort par une porte grande ouverte. C'est le même échange que Washington, sous un autre drapeau, mais cet échange a un danger qui est encore plus réel, une perte de souveraineté tangible. Le gouvernement a des arguments, et l'honnêteté oblige à les reconnaître. La guerre a un coût réel, immense. Le budget rectificatif de 2025 a acté 700 millions de dollars de manque à gagner par la seule perte de contrôle territorial, et plus de 2% du produit intérieur brut basculé vers l'effort de guerre. Un État agressé a le droit de se défendre, et se défendre coûte, personne ne le conteste. Mais attention, dans une de nos éditions, nous avons fait ressortir quelque chose que personne ne doit ignorer. Personne. Les sommes soi-disant empruntées, dépensées, budgétisées, mis ensemble, sont des milliards, mais des milliards qui n'ont pas eu un effet tangible de renversement de la situation sur le terrain. Alors, une conclusion s'impose. Un détournement massif au sein du gouvernement alimente le statu quo que nous vivons actuellement. Et ce qui est difficile à accepter est que cela arrange la situation de certaines personnes non nommées dans notre pays. La corruption et le détournement est le mal et le virus hors de notre nation. Mais entre l'argent qui manque aux soldats du front et l'argent qu'on cache aux institutions, entre l'armée qu'on pilote de loin et le territoire qu'on ne reprend pas, une question s'installe et elle ne désigne personne nommément. D'une armée qu'on affame, qu'on peuple de fantômes et qu'on commande à distance, est-elle conçue pour vaincre ou pour durer, ou se retournera-t-elle un jour contre son institution gouvernante? Et à qui profite que cela dure? La réponse n'est pas dans un communiqué. Elle est dans les registres que l'État choisit de tenir et dans ceux qu'il choisit de cacher. Merci Solange. Retenons une chose de ce dossier, d'une seule, mais qu'il faut emporter ce soir. Notre Est n'est pas seulement occupé par une armée étrangère. Il est aussi, pour une part, entretenu dans son malheur par ce que ce malheur rapporte, dehors comme dedans. Ce n'est pas trahir la nation que de le dire, c'est la servir,
parce qu'une nation qui ne regarde que l'ennemi d'en face ne réforme jamais ce qui chez elle laisse la porte ouverte. Un dossier comme celui-là, qui frappe de toutes parts sans épargner personne, appelle un mot sur la manière dont ce journal travaille. Soraya va vous le dire. Merci, Kimberly. Un mot, chers auditeurs, et il tient en une phrase de notre journal. Les faits d'abord. Vous nous écrivez chaque jour. Certains soirs, on nous dit que nous voulons pour le pouvoir. D'autres soirs, pour ceux qui occupent notre Est. Souvent à quelques jours d'intervalle, pour les mêmes journaux. Cela nous apprend une chose. Quand nous saluons ce qui mérite de l'être et dénonçons ce qui doit l'être, chacun voudrait que nous choisissions un camp, le sien. Mais nous n'avons qu'un seul parti, et il n'est ni au pouvoir ni dans les maquis. Il est dans la nation. Notre rôle n'est pas de plaire à un bord, ni de courir après le bruit qui fait cliquer. Il est de porter la vérité par l'angle que la crainte empêche souvent d'aborder, celui que personne n'ose prendre de peur de déplaire. Ce soir encore, nous n'avons épargné aucune rive, parce qu'aucune rive ne possède ce journal. Kimberly, à toi. Merci, Soraya. Et cette exigence, la vérité sans camp, elle ne vaut pas que pour la guerre. Elle vaut partout où l'État est censé protéger et n'y parvient pas. Elle est en ce moment même dans un centre de traitement de Bunia, où des malades meurent parce que la riposte manque de tout. 2 mois, c'est le temps qu'il aura fallu, du 15 mai au 15 juillet, pour que l'épidémie d'Ebola déclarée en République démocratique du Congo devienne l'une des plus meurtrières que ce pays ait connue. Médecins sans frontières a lancé ce mercredi 15 juillet un appel à un renforcement urgent de la réponse médicale internationale. Et les chiffres qu'elle avance disent pourquoi. Au 12 juillet, l'épidémie approchait les 2000 cas confirmés et dépassait les 700 décès. Il faut manier ces nombres avec la rigueur qui s'impose, car notre dernier bilan national ferme, celui de l'Organisation mondiale de la santé, datait du 8 juillet et s'établissait à 1561 cas pour 506 morts. En quelques jours, le seuil a été franchi. Selon MSF, en moins de 5 semaines, le nombre de cas confirmés a triplé, passant de 650 à près de 2000. Et le nombre de décès a été multiplié par plus de 5. Cette épidémie causée par le virus Bundibugyo, pour lequel il n'existe à ce jour ni traitement ni vaccin homologué, est désormais la 3e plus importante jamais enregistrée dans le pays, et celle dont la progression est la plus rapide. L'épicentre reste l'Ituri, qui concentre à lui seul près de 9 cas sur 10. Et c'est là que le dossier rejoint tout ce que nous venons d'entendre. Car pourquoi l'épidémie court-elle plus vite que la riposte ? Écoutez ce que disaient, il y a quelques jours, les prestataires de santé de Bunia et de Rwampara. Ils avaient cessé le travail. La raison ? 45 jours de prestations effectuées sans être payés. Les équipes de prise en charge avaient reçu leur dû, mais les piliers de la communication, du laboratoire et du soutien psychosocial, eux, attendaient encore. Près de 9 prestataires sur 10 concernés. Le retard, va-t-on expliquer, tenait à des doublons dans les listes de bénéficiaires. Encore une histoire de listes, de comptes qui ne correspondent pas, d'argent qui n'arrive pas à ceux qui affrontent le danger. Ils ont repris le travail après les assurances du gouverneur militaire, et 5 jours ont été demandés pour régulariser. Au centre de traitement d'Elikia, à Bunia, 90 lits fonctionnent presque toujours à pleine capacité. Les gens, disent les soignants, préfèrent attendre chez eux qu'une place se libère et arrivent alors trop tard, dans un état où l'on ne sauve plus. Une lueur tout de même à ne pas taire. Un premier essai clinique de prophylaxie après exposition, mené par l'Institut national de recherche biomédicale avec ses partenaires, a débuté le 14 juillet en RDC et en Ouganda. La science avance. La question est de savoir si elle avancera plus vite qu'un virus qui, lui, ne connaît ni grève impayée, ni liste en double. Le compte à rebours n'est pas tenu par les hommes, il est tenu par l'épidémie. Et puisque nous parlons de ce qui manque à l'État, restons-y, parce que ce soir, la diplomatie congolaise nous offre une image qu'il faut regarder en face. Sans méchanceté, mais sans naïveté non plus. Faisons les comptes. En 3 jours, un seul homme, le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni, a été reçu dans 3 capitales. Lundi 13 juillet, il est chez le président ougandais Yoweri Museveni.
à sa ferme de Kisosi. Mardi 14, le voici au Togo, reçu par le président Faure Gnassingbé, médiateur désigné de l'Union africaine. Mercredi 15, il atterrit à Gitega, chez le président burundais Evariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine. 3 pays, 3 chefs d'État, 72 heures. Et dans sa sacoche, à chaque étape, un message dit spécial et confidentiel du président Tshisekedi. Un ministre transformé en pigeon voyageur qui dépose ses plis d'une capitale à l'autre et dont on ne connaît jamais le contenu, seulement le vol. Et il ne vole pas seul. Pendant qu'Anzuluni fait ses 3 escales, un autre émissaire, l'ambassadeur itinérant Antoine Bonda, portait déjà, le 10 juillet, un message du même président à Luanda pour le président angolais João Lourenço. Et il y a 2 semaines à peine, c'est le chef de l'État lui-même qui traversait le fleuve pour Brazzaville, chez Sassou Nguesso. Comptez avec moi. L'Ouganda, le Togo, le Burundi, l'Angola, le Congo voisin. 5 destinations, 3 messagers, dont le président en personne, en l'espace de quelques jours. Jamais la diplomatie congolaise n'aura autant écrit, autant voyagé, autant remis de plis cachetés. Ce journal ne raille pas l'effort diplomatique, car parler vaut toujours mieux que se taire. Mais posons la seule question qui vaille. Toute cette nuée de messagers, tous ces plis confidentiels, toutes ces poignées de main, cela se mesure à quoi? Pas au nombre d'audiences, pas au nombre de communiqués. Une diplomatie ne se juge pas au kilométrage de ses émissaires. Elle se juge à un seul fait, vérifiable, imparable. Le jour où un soldat rwandais de moins foulera le sol congolais. Tant que ce chiffre-là ne bouge pas, le pigeon voyageur peut voler encore longtemps. Et le président, lui, où était-il pendant que ses émissaires sillonnaient le continent? Ailleurs aussi, mais sur un autre front. Car cette même semaine, il tenait tribune au Tchad, à N'Djamena, au Forum africain de l'eau. Le même mouvement, au fond, un pouvoir tourné vers le dehors, vers les sommets et les tribunes du continent. Et c'est là qu'il faut s'arrêter, parce que ce qu'il y a dit mérite qu'on le lui renvoie. À cette tribune, le chef de l'État a présenté 5 orientations pour la gestion hydrique de l'Afrique, plaidé pour une souveraineté hydrique du continent et engagé la nation sur un cap, 60% d'accès à l'eau potable en 2035. L'ambition est juste, et ce journal la salue sans réserve. Mais le discours portait, sans le vouloir, sa propre contradiction, car le président a reconnu lui-même, devant ses pairs, le paradoxe d'un pays richissime en eau, où trop de familles n'ont toujours pas de robinet sûr. Et il a dit, de sa propre voix, que ce paradoxe devait prendre fin. Nous l'avons entendu. Alors la nation lui adresse ce soir, par cette antenne, une demande simple, presque filiale. Avant les 5 orientations offertes à l'Afrique, quelles sont les 5 orientations pour Kinshasa, où des quartiers entiers ouvrent le robinet, sans qu'une goutte n'en sorte? Et pour ces territoires de l'intérieur, où aller puiser l'eau reste, chaque jour, une corvée. On ne bâtit pas la crédibilité hydrique d'un continent depuis une capitale assoiffée. Le fleuve Congo est le 2e du monde par son débit. Qu'un enfant de Kinshasa ait soif au bord d'un tel fleuve, voilà l'orientation numéro 1. Ce forum de N'Djamena, du reste, ne se résume pas à ce paradoxe. Il a porté d'autres paroles sur la dépendance technologique du continent, sur ses financements étrangers qui imposent leurs entreprises quand l'expertise africaine existe déjà. Des mots qui résonnent étrangement avec tout ce que nous avons posé ce soir, sur nos minerais, sur nos données, sur notre souveraineté. Ces angles-là méritent mieux qu'une mention en fin de journal. Nous y reviendrons demain, à tête reposée, car ils touchent au cœur de ce que nous défendons à cette antenne. Pour ce soir, retenons l'essentiel. Une nation ne se juge pas d'abord aux tribunes qu'elle honore aux lois, mais à l'eau qui coule ou qui ne coule pas dans les maisons de ses enfants. Voilà notre journal de ce soir. Un seul fil l'aura tenu d'un bout à l'autre. L'argent et la question de savoir où il va. L'or de l'Ituri qui sort par 559 kilos déclarés quand des tonnes sont extraites. La prospérité de l'Obito qu'on nous vend et qui se comptera ailleurs. Les 205 millions de dettes qu'on cache pour armer une guerre. La solde du soldat du front qui disparaît avant de l'atteindre.
Les prestataires d'Ebola impayés pendant 45 jours pendant qu'un virus battait des records. Et jusqu'à cette nuée d'émissaires qui sillonnent le continent sans qu'un seul soldat rwandais ait, pour l'heure, quitté notre sol. À chaque étage, la même facture. Un État qui manque d'argent pour ceux qui protègent et qui en trouve ou en cache pour ceux qui restent dans l'ombre. La pensée que ce journal vous laisse ce soir est simple. Une nation n'est pas amputée seulement par le fer de celui qui l'attaque. Elle l'est aussi par la main qui, à l'intérieur, tient le bistouri sans le savoir ou en le sachant. L'ennemi qui prend la richesse au dehors a un visage connu. Celui qui laisse faire au-dedans est plus difficile à nommer. Et c'est justement pour cela qu'il faut apprendre à le regarder en face. Le premier courage d'un peuple, ce n'est pas d'accuser son voisin. C'est de s'interroger lui-même. Les faits d'abord et toujours. Restez debout, restez lucide. Et à demain sur Inside News RDC.